Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Let Me Talk, toujours championnat européen. On va parler évidemment de Classico, des grands matchs de la semaine, peut-être de Ballon d'Or. Ça dépendra de quand les résultats sortent, mais ça risque d'être un peu serré à moins qu'on parle vraiment, vraiment beaucoup. Évidemment, je vais dire bonjour à l'équipe du jour. Deux des trois de la semaine passée. Non, c'est ça? Je sais plus. Ah ben non, il n'y avait pas Muse, c'était pardon, j'ai rien dit. On n'était pas avec Muse, on était avec Carter, Kako et Arsène. Donc bonjour aux revenants. Muse, comment ça va? Bah, c'est la catastrophe. Je pense que c'est un des pires week-ends je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Surprise, je sais pas, mais peine peut-être. Ouais, parce que là, depuis de ce que je lis depuis ce matin, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je te mens pas. Non, on verra en tout cas, on verra. Et toi, comment ça va, Carter? Moi, ça va très très bien. Ça va très Ça très va bien. très Écoute, bien? j'ai passé un bon week-end. J'aurais pu passer mon week-end avec les résultats de Manchester United. Allez, on est habitué. Donc, bon, c'est un peu d'impact sur mon moral. J'ai passé un très bon week-end. Il a fait bon. Mais ben voilà. Ça va, ça va, ça va. Tant mieux. En tout cas, n'oubliez pas, pour ceux qui regardent, c'est présent, donc le podcast, l'émission est dispo en podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Aussi, de liker, de vous abonner, parce que moi je vois les stats, hein, je vois la plupart des gens qui nous regardent, ils sont même pas abonnés, genre 80%. Ça veut dire quoi? Avant de rentrer dans le vif, j'ai envie de demander un petit peu vos avis. On a une belle semaine européenne quand même, footballistiquement. Toi, Carter, tu t'en as pensé quoi? T'as kiffé? T'as pris du plaisir? Après, du plaisir, ouais, surtout le match aller Barça-Bayern. Bon, c'est le match qui a un peu mis du feu aux poudres à tous les supporters de foot la semaine passée. Non seulement au vu du résultat, mais surtout au vu du contenu. Parce que même si le score se finit par 4-1, le score il est un peu sévère pour le Bayern Munich, et surtout pour notre Vincent Compagnie Nationale, qui a quand même essayé de proposer quelque chose, du répondant, un peu naïvement certes, mais pour les supporters neutres, allez, on a pris du plaisir devant ce match-là particulièrement. Donc ouais, super, sans parler de la suite de la semaine pour les Blaugrana, mais en tout cas, au vu de ce match-là, c'était super, ouais. Toi, Muse, quand même, t'avais vécu un beau début de semaine, hein. Oui, si on s'arrête, je sais plus c'était quand le match, mardi ou mercredi. C'était mardi. C'était Mardi. très bien. On était tous sur un nuage. Vinicius. Donc moi je parle du Real parce que je suis supporter du Real. Vinicius triplé, on massacre le Borussia Dortmund. Tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Il y a le Classico à préparer. Peut-être le Ballon d'Or, il va le soulever, tout ça. Donc non, en début de semaine, on était sur un nuage, c'était incroyable. Et puis Mais malheureusement, aussi... on a. Ouais, Ouais, non, je dis, mais il y a aussi d'autres bons résultats. Je pense en Champions League, des résultats un peu surprenants. ouais, Lille, on a eu le Lille, ouais, je Lille, pensais à Lille. Je bah, pensais à Lille qui est l'Atlético. Atletico, ouais. Il y en a eu comme résultat surprenant. J'ai pas regardé le match, mais apparemment, Stuttgart a vraiment tabassé la Juventus. Il y Euh, a Brest qui fait match nul à Leverkusen. Ou à Brest qui fait domicile, je sais match. plus. Brest qui a besoin que Ouais, d'une à victoire, je domicile. pense, pour se qualifier. Ouais, non, là, il y avait des beaux résultats, il y avait des beaux matchs. En tout cas, on en parlait en plus avec Arsène de ce Bayern Barça. On s'attendait à un beau match. J'étais surpris un petit peu. Enfin, le score, je m'attendais pas à. Le Barça pouvait gagner, ça forcément. Mais de là à en mettre 4, en tout cas, on a vu une équipe qui montrait des petites choses pour le week-end, mais on va en parler. Et donc, on va passer maintenant tout de suite, évidemment, au sommaire du jour. Et donc, le sommaire du jour, évidemment, on va commencer par faire un débrief du Classico, du gros match du week-end. Il fallait faire un choix. Liverpool, Arsenal, Real, Barça, OM, PSG, Inter-Juve. Je pense que le choix était assez facile. Ensuite, on passera à un deuxième sujet et on s'intéressera au grand vainqueur et on se demandera si le Barça n'est pas déjà champion après cette grosse victoire face au Real Madrid. Et ensuite, le troisième sujet, ça va dépendre un petit peu du niveau horaire comme on parle. Soit on parlera du Real Madrid et on se demandera c'est quoi le problème, soit on fera un retour sur le vainqueur du Ballon d'Or, mais je ne suis pas sûr que on saura déjà qui a gagné le Ballon d'Or et on finira par les arrêts de jeu comme d'habitude où là on reviendra sur les matchs du jour ou des news qui sont passées aujourd'hui qui peuvent rendre certaines personnes heureuses, mais on verra. Donc tout de suite on passe au premier sujet et le débrief du Classico. Alors, au niveau des compositions, donc sans surprise ou presque du côté du Real, avec un 4-4-2, avec Bellingham et Camavinga sur les côtés, Vinicius et Mbappé en duo devant, pas de Thibaut Courtois blessé, pas de Rodrigo blessé. Du côté du Barça,
pas de surprise, le même 11 que face au Bayern, avec Fermin qui remplaçait donc toujours Dani Olmo, qui était donc de retour de blessure. On a eu un match quand même assez disputé une partie du temps, au moins jusqu'au premier but de Robert Lewandowski. Pas mal d'occasions du côté du Real dans la première mi-temps. Un Barça qui a tenu et qui a fini par dérouler en deuxième mi-temps, comme une grande équipe, tout simplement. Première question, est-ce que vous avez tout simplement kiffé ce match? Je vais commencer moi, vu que je suis supporter du Real. La première période, franchement, j'avais bien kiffé parce que je voyais quand même qu'on avait d'énormes possibilités pour aller marquer. Je pense que dans un monde normal, Mbappé, sa première action, il la marque, il suffisait d'enrouler et c'était but. Vinicius qui dribble 2 joueurs et je comprends pas pourquoi il ne roule pas non plus. Il tire premier poteau mais complètement à côté. Donc dans un monde normal, si tout se passait bien, ce classico-là, le Real Madrid rentrait au vestiaire avec un avantage de 2 buts et il fallait juste continuer sur cette lancée-là pour gagner ce match. Donc en tant que si j'étais spectateur neutre, j'aurais kiffé ce match-là. Mais en tant que supporter du Real Madrid, c'est une déception, c'est une honte, la différence entre la première et la deuxième mi-temps, surtout les actions qu'on rate et la performance d'un certain Français, un attaquant là. Pour le moment, je vais pas le citer, mais ce que j'ai vu, c'était, je crois, que j'ai jamais vu ça. Un joueur hors jeu 8 fois, donc 4 fois en première période et 4 fois en deuxième, et ce qui rate le placement, enfin, je peux pas. Je veux bien que tu sois hors jeu une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas 8, faut pas abuser. T'es Kylian Mbappé, t'es censé être un des meilleurs joueurs du monde et t'es pas foutu d'éviter le piège du hors-jeu, sachant que quelques centimètres à l'arrière, tu étais sur un triplé ou un quadruplé, tellement il y avait des espaces, tellement il y avait de la profondeur, et j'en parle même pas de la finition. Donc non, en tant que madridista, je suis très énervé, je comprends pas ce score, je comprends pas l'attitude de l'équipe et je comprends pas la tactique, parce que faut pas juste pointer du doigt la performance de Kylian Mbappé. Il y a aussi Lunin qui je sais pas, on dirait il avait peur et peut-être qu'on l'avait envoyé faire la guerre en Ukraine, je comprends pas. Dès que ça tirait, ça rentrait. Je ne l'ai pas vu être décisive à un seul moment. Et je pense que l'absence de Thibaut Courtois nous a fait très très mal, parce qu'il y a des actions où je me dis c'est pas possible, il aurait pu faire mieux. Sur le tir de Lamine Yamal, il est gaucher, il tire du droit, ça rentre, premier poteau, faut pas abuser. Il se fait avoir trop bêtement, et la tactique d'Ancelotti, j'en parle même pas. Laisse tomber. Tu joues en 4-4-2, bon, t'as pas le choix parce que Rodrigo n'est pas là. Tu fais jouer Bellingham milieu droit, Camavinga milieu gauche. Et à quoi tu t'attends? Non, c'était désastreux et scandaleux. Et je l'ai encore là, cette défaite. Toi, Carter, on est un peu plus neutre, on est un peu moins touché sentimentalement par ce match. Est-ce que tu as kiffé le match? Kiffé, oui. Kiffé, oui. Même si bon, neutre, je vais être honnête, mon cœur pense un peu plus vers le côté Blaugrana. Mais, allez, oui, j'ai kiffé le match, évidemment. J'ai kiffé le match dès le début du match. On sent que les équipes sont venues pour gagner. On sent qu'il y a l'orgueil du plus grand club d'Espagne. Enfin, il y a l'orgueil de l'équipe qui veut montrer que c'est le plus grand club d'Espagne, non seulement maintenant, mais historiquement. Oui, oui, match super intéressant. Je vais essayer de la faire un peu plus courte que Muse. Mais ouais, ouais. Je trouve, moi, contrairement à ce que tu as dit, Muse, Patrick, je trouve pas que le match était tant disputé que ça. C'est vrai que rapidement, le Real a 2 occasions, mais il y a l'occasion de Lamine Yamal qui, je sais pas, tente un lob, ou je sais pas trop ce qu'il veut tenter. Bon, ça marche pas. Il y a comme une domination franche de Barcelone. Tu es revenu souvent sur les hors-jeux de Kylian. Bon, ça dépend de la perspective dans laquelle tu analyses le match, tu vois. Moi, pour moi, c'est plus, euh, entre guillemets, une bonne gestion du match ou des consignes des joueurs du Barça que, je veux dire, une mauvaise lecture du match de Mbappé. Je m'explique. C'est vrai qu'il est, j'ai pas les stats sous les yeux, il est 7 ou 8 fois hors jeu sur tout le match, mais moi, au-delà du fait de me dire que c'est Mbappé qui n'a pas su s'adapter à l'adversaire qui jouait très très haut, moi, je veux dire, c'est la défense du Barça qui s'est très mal adaptée aussi du jeu de Mbappé. Parce qu'à chaque fois qu'il est hors jeu, il est hors jeu de 1 mètre ou 2 mètres, il est quelques centimètres près. Et moi, pour moi, je vais tirer mon chapeau non seulement à Flick, mais à la défense haute du Barça qui a su tenir la baraque et qui a pris des risques, des très beaux risques, oui, mais ça a payé. Donc moi, c'est vrai que je vois tout le monde tomber sur Mbappé un petit peu, mais je veux dire, il est coupable, évidemment, parce qu'il est hors jeu, mais je veux dire,
pas dans la mesure où les gens veulent lui taper sur les doigts, parce que je pense que, au-delà du fait qu'il est hors jeu, c'est plus bien joué pour les défenseurs du Barça que inversement. Donc, c'est en tant que supporter neutre, c'est ce que moi je dirais, c'est en tout cas ma lecture de cet événement-là par rapport au hors-jeu. Honnêtement, je suis pas d'accord avec toi. Honnêtement, quand je dis moi, pour moi, c'est une partie disputée. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, sur la première mi-temps, moi, je me souviens, je regarde le match dans un endroit qui n'est pas fait pour regarder le match, et j'ai aucune image sur la première mi-temps de Rafinha. J'ai pas forcément d'image de Lewandowski. J'ai très peu d'images de Yamal, donc je trouve que le Real Madrid, dans sa tactique, même moi j'étais étonné, hein, en étant un hater de Carlo Ancelotti, mais premier du nom, on va finir par croire que je déteste beaucoup de coachs. Pour moi, j'avais très peur. Je me suis dit, Flick, c'est un coach vraiment. Et au final, les forces du Barça en première mi-temps, en dehors du hors-jeu, évidemment, en tout cas les forces offensives, de faire mal, je les ai pas retrouvées, et j'ai trouvé en fait que Ancelotti, je le critique très souvent, et sur le match, il y a des critiques à faire, mais sur son plan de jeu de la première mi-temps, au final, ce 4-4-2 a fait que je trouve ça a rendu le Barça inoffensif. Pour les hors-jeu, alors oui, c'est une tactique, mais en fait, tout le monde le savait. Tout le monde sait comment le Barça joue. Ancelotti, il a dit qu'il a insisté sur ça. À un moment, quand tu es le seul joueur qui se fait prendre à chaque fois, c'est que, ok, il joue très bien le hors-jeu, mais je me souviens, il y a un hors-jeu, en tout cas, il y a une image. Je sais que j'ai une phase où il est vraiment hors-jeu, mais de loin, quoi. Ouais, Et tu c'est te en dis, mais deuxième période. C'est en deuxième ouais, période. Et en plus, il comment rate tu une peux pas contre-action. remarquer que tu es vraiment à contre-temps? Donc, Moi, Ouais. j'ai l'image d'un but où justement, je pense qu'il le célèbre dans son deuxième mi-temps, où il est vraiment à un cheveu. En fait, il va jusqu'au bout, il ouais, frappe, il marque. ouais, pour le but annulé, oui. Mais Non, il y je a sais que d'autres. j'ai un autre but en tête, je pense. Quand il croise sa Marca. frappe, Ouais, je sais quand il croit sa frappe. ouais. Ouais, il est vraiment à. Il a ça. Il a ça. Il a ça. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que, autant tu t'attends à ça, parce qu'ils ont joué comme ça en semaine contre le Bayern, c'est vrai. Mais je trouve que c'est toujours facile de taper sur les attaquants, de dire qu'ils ont mal joué, qu'ils ont mal lu le match, qu'ils ont mal anticipé. Je trouve que c'est vraiment très, très bien joué de la défense des deux défenseurs, Koubarsi et Martinez, parce qu'ils ont pris des risques énormes, mais ils ont su parfaitement aller euh, jouer leur jeu, enfin, chose qui n'est plus trop jouée aujourd'hui. Parce que Ouais. c'est prendre des risques énormes. C'est prendre des risques énormes, tu ne sais pas quoi t'attendre. J'ai eu Flick expliquer voilà, qui a décidé de mettre ce système-là en jeu parce qu'il y avait la VAR. Et avec la VAR, du coup, entre guillemets, à chaque fois, il n'y aura pas d'erreur d'hors-jeu. Que ce soit 1 centimètre, 1 demi-centimètre, il n'y aura pas d'erreur. Donc, la marge est moindre. Tu vois, je veux te dire. Et Ouais. moi, Surtout j'ai que les l'impression. arbitres attendaient que la phase se termine. Donc, moi, j'insiste vraiment pour dire que pour moi, les défenseurs du Barça, les deux défenseurs centraux du Barça ont très, très bien joué le coup. Ouais, évidemment, je veux pas diminuer ce que le Barça a fait défensivement. Mhm, Mais en fait, tu as un joueur qui est plus rapide. Tu es plus mhm, rapide que les défenseurs. Tu sais comment ils vont jouer. Je pense que pendant la semaine, ils ont dû travailler que ça. En se disant, ouais, on sait qu'ils vont jouer sur ça parce que le Real a des attaquants rapides. Eux, ils ont des défenseurs qui jouent leur jeu. Voilà, à un moment, c'est d'être travaillé. Donc, moi, ça me dérange quand même. Ça peut arriver, tu vois. S'il met 1 ou 2 buts, mais 8 hors jeu, mhm. ça devient un petit peu trop quand même. Et Là, surtout que c'est c'est caricatural. un joueur de sa classe, parce que Mbappé, je peux le détester, je peux ne pas forcément être un grand fan de ce joueur, mais un joueur de cette classe mondiale-là se faire avoir autant de fois par un piège hors jeu, c'est qu'en fait, il est limité intellectuellement. Faut se le dire. Tu peux te faire, comme je l'ai dit plus tôt, tu peux te faire avoir 1 fois, 2 fois, mais pas 8 fois. Au moins, je sais pas, tu t'adaptes. Non, là, j'ai l'impression, on comprenait pas. Au fur et à mesure, c'était 1 centimètre, 10 centimètres, 15, 1 mètre, 2 mètres, et on n'avançait pas. Non, non. Mais donc voilà, on est tous d'accord sur le fait que c'est une victoire méritée, mais même si c'est une victoire méritée du Barça au final, enfin moi en tout cas, je reste Carter sur le fait que c'est la deuxième mi-temps où là, entre guillemets, ils sont cliniques, plus que sur la première mi-temps, où au final, moi, en tout cas à un moment du match, je me dis si ça finit 0-0, je suis pas choqué. Parce que je me suis dit au final, c'est deux équipes qui vont se piquer, mais il n'y en a pas qui vont prendre le dessus. Mais au final, victoire méritée. Est-ce que vous avez été quand même surpris par l'ampleur du résultat, par ce que le Barça a fini par mettre au Real Madrid sur cette deuxième partie de match? Surpris, oui et non. Alors oui, je suis surpris parce que déjà, un classico, tu t'attends rarement, bien que ça arrive fréquemment en cette dernière saison, tu t'attends rarement à avoir, entre guillemets, un score fleuve. Et surtout que, bon, le Real sort d'une grosse deuxième mi-temps contre Dortmund. Tu t'attends à ce qu'il y ait un Real qui arrive à domicile en confiance.
et qui veut surtout recoller au Barça au niveau des points. Je ne suis pas trop sûr des points qu'il y avait avant le début du match. Je ne sais pas quel écart il y avait entre les deux équipes, mais en tout cas, je savais 3 que points, il me semble. 3, je pense. Voilà, Ouais, 3. 3 points, donc c'est ça. Le Real pouvait revenir égalité du Barça. Et non, quand même, pourquoi? Parce qu'on voit les matchs du Real depuis le début de la saison. Bien qu'il y a des victoires, dans le jeu, on n'est pas loin d'être catastrophique. La première mi-temps contre le Dortmund, je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai toujours été... Moi, je suis un peu le contraire de Patrick et de Jules, pour le faire un shout-out qui sont avec nous. Je suis un peu plus clément envers les coachs, envers les joueurs. Je suis toujours un peu le garçon positif. Et moi, j'ai toujours été très clément avec Carlo Ancelotti au vu de son CV, au vu de ce qu'il a accompli dans le football. Mais cette saison, je pense que j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux sur les critiques que j'ai toujours entendues. Et j'ouvre vraiment les yeux sur en fait, le néant tactique. Le néant tactique. J'ai jamais voulu croire, parce que je me dis qu'un coach qui a autant gagné ne peut pas avoir autant de néant tactique. Et s'appuyer sur des acquis qui, je ne sais pas s'il les a encore. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu mardi et samedi en deuxième mi-temps, c'était vraiment catastrophique. Donc, en fait, pour moi, cette défaite, elle ne m'a pas tellement surprise. Et j'ai même l'impression que c'est peut-être une bonne chose pour le Real Madrid, parce qu'en fait, ça doit être ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut faire attention à comment tu joues, parce qu'en fait, là, c'était le Barça, mais d'autres équipes qui peuvent aussi t'attraper à la gorge, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est une claque c'est une claque qui peut faire du bien, on va dire. Elle tombe assez tôt dans la saison. En plus, le Real a quand même cette habitude de prendre des claques par le Barça, et ça affecte pas forcément, on va dire, la suite. Je me souviens en 2015-2016 sous Benitez, ils prennent 0-4 au Bernabeu avec même Messi qui était sur le banc. Et au final, il joue le titre jusqu'au bout. Bon, il y a changement de coach. On peut aussi. Il y a eu plusieurs fois. Il y a eu le 0-4 en 2022 avec Aubameyang. Au final, ils font doubler Liga, doubler Ligue des Champions. Mais c'était un petit peu plus tard dans la saison. Donc, j'ai envie de dire presque le Real, il y a ses habitudes de claque. Et c'est pas une équipe qui va être forcément affectée. Moi, pour répondre à ma propre question, est-ce que j'ai été surpris? Moi, de base, j'avais peur quand je voyais le style de jeu du Barça. C'est une équipe qui vient te mettre le pressing, qui vient t'étouffer. Et au final, j'ai pas forcément vu ça. Mais moi, je suis surpris par le score quand même, 0-4. Je m'attendais à une victoire du Barça, on va dire, possible. Mais 0-4 quand même. Enfin, même pas un but, quoi. Je m'attendais, moi, que le Real, vu ses forces, qui sont quand même des joueurs rapides devant, face à une équipe qui joue le hors-jeu à fond, je me disais, ça peut peut-être matcher pour le Real. Et au final, bon, ça a matché, mais malheureusement, le hors-jeu existe. Donc... Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour répondre à ta question, du coup, moi, en voyant le match contre le Bayern, je me suis dit qu'en fait, le Barça, faut vraiment commencer à les prendre au sérieux. Et je me posais quand même quelques questions pour ce Classico-là, parce que, comme tu as dit, ces dernières années, ça nous arrivait de nous prendre des gros scores, surtout à domicile. Et je me suis dit, bon, nouveau coach, nouvelle dynamique, certains joueurs qui ont clairement passer un cap, donc je pense à Rafinha, Yamal qui de plus en plus fort, Lewandowski qui cette saison ne fait que marquer, j'en peux plus. Et donc ce match-là, je m'apprends, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais un petit peu peur, parce qu'au vu de cette saison et au vu de ce que Carlo Ancelotti a proposé depuis le début, je me disais qu'on joue mal et qu'au final on gagne que grâce à des individualités. Et cette saison, c'est encore plus criant, parce qu'avec Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrigo, moi je vois pas vraiment de cohésion, et que c'était vraiment sur des petites actions qu'on gagnait les rencontres. Donc j'avais quand même un petit peu peur. Mais dans le fond, je me disais que peut-être si on perd, vas-y, c'est pas si grave que ça. Mais je m'attendais pas à ce qu'on perde de cette manière-là, surtout à domicile. 0-4, même pas un but, 8 hors-jeu sur une mi-temps. On rate des actions inratables. Pour moi, c'était genre... je dis dans un monde normal, dans le meilleur des mondes, c'est 2-0 à la mi-temps. Parce que Vinicius, il doit la donner. Pour moi, il doit la donner à Mbappé. Là, quand il dribble un joueur, il y a Mbappé qui est tout seul à côté. Il y a Bellingham aussi à un moment qui se jette, et t'as Inaki Pionia qui fait un arrêt. Il la sort. T'as Mbappé. Au final, j'ai rarement vu le Real se créer autant d'occasions dans un gros match sur 45 premières minutes. Et c'est ça qui est encore plus frustrant, parce que tu te dis, avec un peu plus de chance, on repart 2 ou 3-0 au vestiaire. Donc voilà. Ouais, mais j'ai l'impression que le Real est une équipe malchanceuse, dans le sens où quand le Real joue bien, ça arrive pas souvent, mais ils sont pas récompensés. Genre, je pense à Manchester City au match aller l'année passée, où tu fais 3-3.
City marque sur des buts, c'est lunaire. Hein. C'est Gvardiol, enfin maintenant, on est habitué, mais de base, c'était la première fois. Gvardiol qui, mauvais pied, qui va te mettre, qui te met à 20 mètres un but. T'as Foden aussi qui met un but exceptionnel. Il y a le but de Foden aussi qui est pas mal. Ouais, le but de Foden. Donc c'était vraiment des buts, en gros, que normalement, c'est des buts qui n'existent pas. Alors que vraiment, le Real, là, j'avais aimé ce qu'ils avaient proposé pour une fois dans le jeu. Donc j'ai l'impression Ancelotti, le pauvre, moi je l'aime pas, mais quand il veut proposer quelque chose tactiquement, il est rarement récompensé. Donc j'imagine que lui, ça va le conforter. Non, en vrai, il faut jouer devant mon but, il faut jouer en contre et c'est tout. Mais en tout cas, c'est ça. Sinon, pour continuer un petit peu sur le match en lui-même, est-ce que là, on peut dire déjà le 28 octobre, est-ce que c'est une victoire décisive pour vous, pour le titre? Donc le Barça a maintenant 6 points d'avance, peut-être même 7, parce qu'il y aura je ne sais pas si en Liga, c'est le goal average particulier, le goal average, mais peu importe les deux, ils sont largement au-dessus du Real. Est-ce que ça peut déjà être une victoire tout simplement décisive pour la Liga? Moi, je ne m'avancerai pas en tant que tel, parce que tu l'as dit, Patrick, le Real, c'est une équipe qui est très, très, très forte dos au mur. Alors, des fois, on a l'impression qu'elle attend d'être dos au mur pour commencer à se réveiller, que ce soit en match ou que ce soit en pleine saison. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu as donné de très bons exemples de situations récentes, Patrick. Donc, non, oui, est-ce que le Barça a pris une bonne option? Bien sûr que oui. Est-ce que le championnat est fini? Je ne pense pas du tout. Il n'y a que 6 points. Je pense qu'il y a encore... Hier, c'était la 10e journée. Donc, il y a encore une vingtaine de matchs. Allez, tout est possible. Les 6 points, ils sont entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, facilement rattrapables. Je compte que sur le Real parce que je suis un peu déçu de ce qui se passe du côté de l'Atlético qui a encore perdu ce week-end. Villarreal, ils ne tiendront pas la cadence. Donc, ouais, je pense que le Real n'abandonnera pas de sitôt. Et je trouve que la défaite, comme j'ai dit, moi, je pense qu'elle restera là du côté des merengues. Et le match retour, je pense qu'ils iront chercher les Barcelonais à la gorge. Je ne dis pas qu'ils gagneront. Mais en tout cas, le match sera, à mon avis, différent. C'est vrai que l'Atlético, ils ont de la chance que personne ne regarde ce qu'ils font. Ils peuvent perdre, tout le monde s'en fout. Si on peut en parler, c'est une catastrophe. Je laisse si tu as encore à rajouter, Carter, ou si Muse veut parler. Non, je vais laisser la parole à Muse. Moi, je voulais continuer sur ce que Carter a dit. Une saison, c'est assez long, surtout en Liga. Là, on n'est qu'à la 11e journée. Il reste encore 27 journées à jouer. Bon, certes, il y a 6 points à aller chercher. Mais je pense que cette défaite pourrait faire du bien à cette équipe. Il y a un match retour. On peut toujours revenir. Donc non, je ne perds pas espoir. Il faudra juste moins faire de faux pas et surveiller ce que le Barça fait de très très près. En fait, je pense que le point positif que tu peux dire, excuse-moi Patrick, c'est que les matchs qui ont précédé la confrontation face au Barça, elle n'était pas forcément bon, mais tu gagnes. Moi, je pense au match contre le Celta Vigo, par exemple, c'est un des seuls matchs que j'ai vu en championnat du Real Madrid. Ils ne sont pas très très bons, mais comme tu vas le gagner, tu vois. Donc, tu peux te dire que tu peux difficilement faire pire que ça. Et si tu pars de ce principe-là, allez, ils iront prendre des points et connaissant le mental de cette équipe-là, de joueurs qu'ils ont encore de l'effectif, ils s'accrocheront jusqu'au bout. Ouais. Moi, mathématiquement, c'est possible, mais j'y crois pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, le Real est habitué à ne jamais faire de Liga d'affilée. C'est très rare. Je ne sais pas c'était quand la dernière fois. Parce que c'était dans les peut-être 2006, 2007, un truc comme ça. Il n'a pas fait Mourinho? Non, Mourinho, il gagne une Liga, il gagne en 2012, c'est tout. Ok. Donc, il y a ça. C'est que aussi, collectivement, c'est faible, en fait. C'est tellement faible par rapport au Barça. En fait, à moins que le Barça vraiment craque, je ne vois pas le Real, en fait, sans aide extérieure, ou sans aide du Barça, revenir sur eux, parce que, en fait, on dirait que c'est Flick qui est là depuis 3-4 ans et que c'est Ancelotti qui découvre son équipe. Donc, à un moment, en fait, quand tu travailles mieux, tu es récompensé, sachant que le Barça a aussi les individualités. Et aussi, pourquoi voilà, c'est dans la nature des choses. Le Barça va... Enfin, pour moi, le football va être récompensé. Et ça me fait mal de le dire. Et donc, je ne vois pas du tout comment le Real peut gagner cette Liga. Après, attention, ce beau jeu du Barça, ce fait de justement jouer leur jeu, je me dis que c'est aussi quelque chose qui, si un jour ça se passe mal, les joueurs peuvent perdre confiance. Et j'ai l'impression que beaucoup de choses sont basées sur ça. Et je me dis, par exemple, je pense qu'Hansi Flick ne va pas rester très longtemps au Barça. C'est-à-dire, ce n'est pas un coach qui va faire 4-5 ans au Barça. Pour moi, il va faire peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, et qu'à un moment, en fait, les joueurs, ils vont en avoir marre, en fait, parce que mentalement, ils vont lâcher, comme un peu le Bayern, ça s'est passé. Même s'il y avait des choses extérieures avec le directeur sportif, tout ça. Mais c'est que l'équipe qui va trouver la faille, comme le PSG de Pochettino l'avait fait, ça peut à un moment... Mais je pense pas que cette saison, une équipe
forcément trouvera la faille au point de les faire couler. En tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Classico? Peut-être parler d'individualités qui vous ont plu? Ouais, moi, j'aimerais parler d'un joueur. Moi, c'est Pedri, qui revient vraiment à son meilleur niveau. Il a fait 2 matchs de haute volée cette semaine contre le Bayern et contre le Real. Bon, on va rester sur les matchs contre le Real. Je trouve qu'il a vraiment surclassé les débats, surtout en deuxième mi-temps. C'est un joueur que moi j'apprécie personnellement parce que à l'œil nu, à l'œil neutre surtout de l'amateur de football, c'est un joueur qui est agréable à regarder jouer, on va pas se mentir. Mais là, au-delà du fait d'être agréable, tu as l'impression qu'il est au four au moulin. Moi, j'avais le souvenir, c'est vrai qu'il a souvent été blessé, d'un joueur qui était très fort dans la moitié du jeu et qui s'était vraiment amélioré dans le dernier tiers, qui avait même l'habitude de marquer des buts avant sa grosse blessure. Mais j'ai pas le souvenir d'un joueur qui ratissait autant devant la défense. C'est vrai qu'à côté de lui, il y a Casado, mais ouais, c'est Casado, c'est ça. Mais c'est un joueur qui, maintenant, j'ai l'impression qu'il est capable de complètement dominer tout le milieu de terrain, en fait, tu vois, qui a un volume de jeu qui est extraordinaire et j'ai pas le souvenir de ça avant sa blessure. Alors peut-être que je regardais pas assez bien les matchs, ou alors certainement qu'il a beaucoup progressé dans ce domaine du jeu. En tout cas, moi, c'est un joueur qui m'impressionne beaucoup et je voulais donner une très bonne note pour ce week-end, presque un 10 sur 10, mais bon, vu qu'il n'est pas décisif, on ne peut pas. Mais un très, 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 très bon week-end, très, très bonne semaine de la part de Pedri. Toi, Muse, est-ce qu'il y a un joueur aussi que tu as envie de mettre en avant ou... Le micro, il est coupé, donc j'imagine que c'est bien. Muse. Ah merde, je disais non, moi ça va aller. Oh, tu peux pas dire que des joueurs adverses. Moi j'ai envie. C'est un joueur aussi que j'aime pas. De base, j'aime pas. Mais il faut quand même parler de Frenkie de Jong. Je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Moi, j'avais peur de Fermin de base, Fermin Lopez. Je me suis dit, c'est le genre de joueur qui en Classico, tu vois, sur un deuxième ballon, il peut marquer un petit peu comme il avait fait l'année passée. Et au final, sa sortie a fait, je trouve, du bien au Barça. Frenkie de Jong, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Frenkie de ce niveau. Il a fait vraiment un bon match. Il a apporté beaucoup. Et tu te dis, là, Hansi Flick va devoir faire de vrais choix. Parce qu'il a Casado, il a Pedri, il va avoir le retour d'Olmo. Je pense que Fermin est derrière dans la hiérarchie, mais le retour de Jong, le retour de Gavi, c'est qu'il va commencer à avoir l'opportunité de faire des choix. En tout cas, Frenkie, bon match. Et aussi, moi, j'aimerais quand même parler, j'ai quand même bien aimé sa première mi-temps, c'est Camavinga. Je trouve que il fait partie des joueurs qui ont quand même rayonné du côté du Real. Techniquement, chaque fois, il m'impressionne à chaque fois. Je trouve exceptionnel. J'espère qu'un jour, il aura l'occasion d'avoir un coach qui l'utilise au mieux. Parce que quand tu as Carlo Ancelotti d'un côté et Didier Deschamps de l'autre, c'est pas le top. La peste ou le choléra. Voilà, c'est pas le top. Mais voilà, Camavinga. Plus rien à rajouter sur le match? Moi, j'aimerais juste montrer mon inquiétude vis-à-vis d'un joueur du côté du Real. Je sais pas si je peux, Patrick. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je vais pas taper sur lui parce que ça fait plusieurs fois que je montre mon contentement vis-à-vis de ses prestations, que ce soit au Real ou en équipe de France. Mais parlons 30 secondes de Aurélien Tchouaméni. Moi, je me rappelle, il arrive quand Real? C'est sa 3e saison, là. Ouais, il arrive en même temps que Casemiro arrive à Manchester. Ça. Les gars, je sais pas si vous vous rappelez, c'est son premier mois au Real Madrid. Il était extraordinaire. Je me rappelle, même quand Ancelotti, c'était la première fois qu'il se levait pour applaudir un joueur, je pense. Donc j'ai ces souvenirs-là, je sais pas pourquoi. Mais je me rappelle de Tchouaméni qui arrive au Real Madrid. On a un peu peur au vu du prix, aussi au vu du gap qu'il y avait entre Monaco et le Real. Et le garçon, il arrivait. En plus, il était encore jeune à l'époque, il avait 21 ou 22 ans quand il arrive au Real. Donc tu dis, bon, il y a le facteur âge, il y a le facteur statut, il y a le facteur prix. Et en fait, il est arrivé, c'est directement presque installé comme étant un des meilleurs joueurs au Real Madrid. Mais là, depuis la saison passée, bon, il est un peu en deçà, mais ça va, il tient un peu la baraque quand même. Mais cette saison, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Moi, il m'inquiète vraiment beaucoup de joueurs. Après, voilà, on sait dans le foot, c'est une question de saison. Voilà, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc, bon, je ne vais pas tomber dans le catastrophisme. Mais en tout cas, son niveau, il est vraiment super inquiétant. Toi, Muse, qui est supporter du Real, je ne sais pas si tu peux. Bon. Non, moi je suis d'accord avec toi, mais moi je pensais que tu allais plutôt parler de Ferland Mendy, parce que sur ce match-là, ça m'a encore plus choqué. C'est à gauche, c'était affreux. À un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il veut passer un joueur, il pousse la balle à 4 km plus loin là. Frère, faut arrêter. C'est la même chose en équipe de France, c'est la même au Real. En plus, je crois qu'il a prolongé, non, Patrick? Je sais pas si ça a été officialisé. Ça parlait, mais je suis pas sûr que. Ça parlait, mais voilà, son match était désastreux. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Tchouaméni aussi,
suis pas forcément un grand fervent de ce joueur-là, mais sur ce match-là, sur cette saison-là, et même depuis un peu la fin de cette saison, de la saison passée, c'est pas trop ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Par rapport à ce qu'on a vu au début, où limite on disait il nous a fait oublier Casemiro, bah en fait peut-être que c'est pas forcément le cas. Ah bon, Casemiro, bon, après, je vais pas parler, mais bon, moi, même quand il est mauvais, enfin, pour moi, en fait, là, on a juste on a un Casemiro bis, quoi, parce que bon, Casemiro, on peut en parler. Mais en tout cas, Tchouaméni, moi, à Monaco, c'est un joueur que j'aimais tellement, personnalité, même en dehors du terrain, quand il parlait, un peu trop LinkedIn, mature de LinkedIn, mais vraiment, de toute façon, il parlait des matchs, c'est un mec, vraiment, il avait l'air carré de ouf. Mais là, encore une fois, désolé, mais c'est un moment, tu es un jeune joueur, tu es sur une pente ascendante, tu rencontres un coach qui va pas forcément te pousser, que ce soit intellectuellement, dans le jeu, tout ça, et c'est sûr qu'en fait, à un moment, tu vas stagner, tu vas régresser. Moi, c'est ce que je vois avec Tchouaméni, parce que c'est un joueur qui a des qualités. Je suis sûr que il est encore jeune, hein, donc il peut encore l'être. Dans quelques années, il va rencontrer peut-être un autre coach, pour moi, devenir un des meilleurs 6 d'Europe. Mais là, c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué. Même en équipe de France, c'est compliqué. Voilà, c'est un joueur qui devient d'une neutralité. Vraiment, c'est un joueur neutre au possible. Et bon, quand tu es au Real Madrid, tu as un milieu de terrain. Tu dois montrer un petit peu plus que de la neutralité. Parce que faire des 5 sur 10 à tous les matchs. Ça me dit c'était moins que 5 sur 10, Patrick. Oui. Là, il a été gentil, là. Quand tu étais gentil, ouais. Je parle en général. C'est très souvent 5 sur 10. C'est rarement une catastrophe. Mais je me lève plus, alors que je me souviens, première saison, il tentait même de faire je pense à un match, il fait une passe en coup du foulard, il est sur le côté, quoi. Ouais. Il avait ça, mais en fait, il est en train de perdre un petit peu ça, la folie qu'il avait. Son originalité, son caractère, c'est fade. C'est comme quoi tu vois. Ça devient très fade. Bon, en tout cas, moi, je souhaite aux supporters du Real de retrouver le Tchouaméni de la Coupe du Monde 2022, où il avait été très très bon avec la France. S'il pouvait ne serait-ce que répéter répéter, non. Mais récupérer cette version de ce jour-là, ça serait déjà top. Ça serait déjà top. On verra pour Aurélien Tchouaméni. On en reparlera sûrement plus tard dans la saison. Donc, on va passer au deuxième sujet. On va s'intéresser quand même un petit peu plus en profondeur au vainqueur du jour et au FC Barcelone. On en a déjà parlé, un peu en route vers le titre. Vous avez donné vos réponses. Donc, on va revenir un petit peu sur la situation. Donc, il y a eu un grand changement, évidemment, pendant l'été, avec le remplacement de Xavi par le bon vieux Hansi Flick. Pourquoi Xavi a fait cette conférence de presse où il a parlé des finances du Barça? Voilà, on est passé. Pourquoi il a fait ça? Donc, un mercato assez discret quand même du côté du Barça. On a eu l'arrivée d'Olmo, évidemment, champion d'Europe, un des meilleurs joueurs de l'Espagne après la blessure de Pedri. On a eu Szczęsny qui est arrivé très récemment avec la blessure de Marc-André ter Stegen. On a eu le retour d'Eric Garcia de Girona. Au niveau des départs, on a eu Gundogan, qui était un départ assez surprenant. On a eu Sergi Roberto, on a eu Romeu, on a eu les deux Joao, donc Félix et Cancelo. Par rapport à Hansi Flick, par rapport à tout ce qu'il a fait depuis son arrivée, est-ce que vous vous attendiez à avoir un Barça de ce niveau et déjà même de ce niveau où en fait tu vois le Barça, tu vois déjà sa patte? Pour t'avouer, Patrick, moi je m'attendais pas à un Barça de ce niveau-là. Moi je m'attendais plutôt à une saison de transition. Il va commencer à installer ses idées petit à petit. Mais là, je pense qu'il impressionne tout le monde en l'espace de 2 ou 3 mois avec une ou deux recrues. Il produit un beau jeu, des bonnes tactiques, des beaux résultats, premier en Liga, de bons matchs en Ligue des Champions. Bon, on va pas parler de ce match contre Monaco, il me semble, mais sinon, ce Barça-là a l'air très fort. Donc je vois, même si j'aime beaucoup le Real, je l'ai répété 1000 fois, mais cette saison-là, je pense que ça va être très 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 dur d'aller chercher ce Barça-là, ce Barça de Flick. Et moi, ça me frustre parce que je me dis qu'Ancelotti, il est là depuis 3 ou 4 saisons. Et ce qu'il nous propose, c'est de la merde. Avec les joueurs qu'on a, les stars qu'on a, les individualités, les talents qu'on a, ben on voit rien. Ça se repose sur une action, une individualité. Et voilà, c'est une victoire et on retient que ça. Depuis l'année passée ou quelques saisons, ce qu'on retient du Real Madrid, le Real est champion. Comment ils ont joué, ils ont gagné. Voilà, c'est ça. Et ça me frustre beaucoup qu'en l'espace de 2-3 mois, un coach arrive, impose ses idées, impose son jeu, tu as des résultats, tu as du beau jeu, et voilà, je sais pas, ça m'énerve. Ouais, je comprends. Toi, Carter, t'es surpris que le Barça soit déjà à ce niveau?
Ouais, surpris, surtout que moi, ayant suivi un petit peu leur pré-saison, bah, j'étais inquiet. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est anecdotique, le match de pré-saison, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est vrai. Mais tu as une défaite contre Monaco où tu n'es vraiment pas bon. Et la défaite contre le Real, justement, un classico en pré-saison, je ne sais pas si vous en rappelez, où Barça avait Ça pété fait- top. Ils perdent. Je n'ai pas l'impression qu'ils perdent dans mon souvenir. Ils perdent, mais je pense qu'il y a quand même des tirs au but à la fin. Tu sais, les matchs de Je vais pré-saison vérifier. où. Parce que Ouais, dans il ma faut tête, vérifier un petit peu. le Real ne gagne jamais en pré-saison face au Barça. Et Ouais, j'ai il me semble que le pas. Real a gagné, mais il y a quand même des tirs au but à la fin, je ne sais pas pourquoi, c'est des règles de pré-saison, enfin bref. Et donc, j'étais quand même un petit peu inquiet au vu de ce que le Barça montrait. Mais force est de constater que depuis le début de la saison, ben, Flick a réussi à imposer entre guillemets sa patte. Mais encore au-delà de ça, il a insufflé une confiance aux joueurs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Au-delà du niveau qu'il montre sur le terrain, moi je parle beaucoup de ce qui dégage en dehors du terrain. Euh, ben, après le match contre le Bayern, tu as Pedri qui va en conférence de presse et qui dit ben, je suis content parce qu'on a montré au monde entier qui nous on était, qui Barça était et de ce qu'on était capable, tu vois. Et avant le début de la semaine, tu as aussi, je sais pas, vous avez suivi, Yamal qui met un post en story sur Insta qui dit ouais, on est en mission. Puis qui remet un poste ici samedi après Classico. Donc tu vois des joueurs qui dégagent une confiance où ben, ils sont un peu en mode on est la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs du monde. Et Rafinha se comporte comme un des meilleurs joueurs du monde. Lewandowski se comporte comme un des meilleurs joueurs du monde. Pedri aussi. Bon, je ne vais pas non plus grossir le trait d'autres joueurs, mais en tout cas pour ces trois joueurs-là, tu as vraiment l'impression qu'ils se comportent comme certains des meilleurs joueurs du monde en termes d'aura, en termes de ce que je montre sur le terrain. Tu sais, on avait cette image-là de certaines grosses équipes de la fin des années 2000, pardon. Je pense à Manchester ou je pense au Barça, qui disaient ben, on montait sur le terrain, on sait que l'adversaire avait déjà un peu une crainte. Tu montais, tu savais que tu as gagné le match. Tu dégageais quelque chose de fort, en fait. Et ben, je ressens un petit peu ça avec les joueurs du Barça cette saison, dans une mesure un peu moindre, évidemment. Mais voilà, les joueurs, ils montent sur le terrain, ils ont déjà ce petit truc en plus au niveau de la confiance. Et ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas avec Xavi, en fait. Ouais, c'est sûr. Moi, pour revenir sur Hansi Flick, perso, je vais pas mentir, je suis surpris que ça prenne aussi vite. Parce que moi, j'étais circonspect dans le sens où son Bayern, franchement, comme je l'avais dit la semaine passée, c'est une des équipes qui m'a fait le plus kiffer dans l'idée de jeu, dans ce qu'il voulait proposer. Et en même temps, je me disais, ouais, mais avec l'Allemagne, ça a quand même fortement échoué, évidemment. Alors certes, c'est une équipe qui, en fait, se crée beaucoup d'occasions. Parce que je me souviens, le match face au Japon à la Coupe du Monde, dans un monde normal, ils ne le perdent pas. Face à l'Espagne, ils sont pas ridicules lors du match nul. Mais je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose de cassé. Peut-être que, voilà, en plus, bon, c'est quand même à cause de lui qu'on a cru en Tedesco. Faut pas l'oublier. C'est lui qui a perdu face à Domenico Tedesco. Mais je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, le Bayern, c'était un peu de la chance et il connaissait l'environnement. Il était en Allemagne. Et au final, non. Au final, peut-être on va juste comprendre que lui a besoin, c'est un coach de club, pas de sélection, qu'il a besoin du temps pour mettre ses idées en place. Avec le Barça, il a montré directement. C'est une équipe, voilà, vraiment. Enfin, il n'y a pas un coach pour moi en Europe que je vois jouer comme ça. Genre, il a vraiment son style propre à lui. Il fait pas du Guardiola, il fait pas du Diego Simeone, il fait pas, bon, j'allais dire Carlo Ancelotti, mais Carlo Ancelotti ne fait rien, donc logique, il en fait pas, il fait pas du Thomas Tuchel. C'est différent, c'est unique. Et c'est ce genre de coach qui fait juste kiffer, en fait. Donc, moi, je suis surpris agréablement. Oui, enfin, je suis triste parce que c'est au Barça, mais agréablement, c'est un coach que moi, on va dire avant Ancelotti, j'aurais aimé voir au Real. J'aurais aimé que le Real ait tenté. Et je suis content qu'on lui redonne une chance parce que avec le Bayern, ça c'est fini. L'Allemagne, ça c'est pas fini. Au final, il n'y avait pas d'équipe qui était forcément intéressée par Hansi Flick. Même le Bayern, au final, le Bayern, on leur a proposé. Apparemment, lui était chaud de revenir au Bayern. Puis le Bayern a dit non, on va aller sur Compagnie. Je pense que, enfin, j'adore Compagnie, mais je pense qu'Hansi Flick est un meilleur coach que lui. Et le Barça, même, je me souviens, le Barça devait le prendre. Puis on dit ah non, au final, on garde Xavi. Et puis quand Xavi a parlé, on dit ah ben non, on vient le rechercher. Et voilà, que ce coach puisse s'exprimer et exprimer son football. Moi, je suis content de pouvoir voir ça. C'est vrai que dans une certaine mesure, il me rappelle aussi un petit peu, je ne sais pas si vous verrez les similarités, il me rappelle aussi un petit peu Jürgen Klopp dans la manière de jouer. C'est vrai qu'aller le pressing, il est un peu moins intense parce que Klopp, au Prem de Liverpool en 2019-2020, c'était vraiment intense. Mais il me rappelle un petit peu ce qu'on voyait sous Klopp avec le Liverpool, avec des idées qui sont très performants. Mais là, pour le cas, c'est Rafinha et Yamal. Et un pressing à aller haut sur le terrain, ça me rappelle un peu ce qu'on voit avec Klopp, si je peux me permettre. Ouais. Et parce que en plus de base, tu peux quand même se dire que c'est une mission risquée. Hein.
un Allemand qui vient au FC Barcelone, une équipe qui Problème t'a de l'impression, langue. ouais, de la langue, qui est une équipe que tu dis peut-être c'est un peu problématique, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de gamins, il n'y a pas d'argent. Enfin, faut voir le mercato qu'on lui a fait, il n'est pas exceptionnel. Et moi, j'ai vu des matchs du Barça début de saison. Enfin, tu voyais le banc, c'était effrayant. Hein. Moi, contre Monaco, je regardais le banc du Barça et de Monaco. Je pouvais pas dire que le banc du Barça était forcément meilleur que celui de Monaco. Donc, ce qu'il fait avec des jeunes joueurs, en plus, il les fait monter. Un Casado, il y a l'autre qui s'est blessé aussi, Bernal, je pense. Bernal qui faisait un gros début de saison en plus. Ouais. Donc voilà, il ose donner sa confiance aux jeunes. Pendant que Carlo Ancelotti envoie Nicopa jouer à Co, mettre le meilleur joueur de Serie A. Et il a joué 3 minutes la saison passée. Donc voilà, moi j'aime ça. C'est des coachs qui ont des couilles, quoi. C'est ça. Et je sais bien que le football récompense ce type de joueur. Et en plus, tu fais bien de le dire parce que Ali, je pense que c'est un des seuls coachs qui récemment n'est pas venu au Barça en voulant jouer avec l'ADN du Barça. Je veux dire, il n'a pas eu peur de venir et de se dire, bon, moi j'ai mes idées, j'ai mes principes de jeu. C'est vrai que j'ai un Barça qui est une institution qui prône une certaine façon de jouer, mais moi j'ai pas peur de sortir un peu de ce cadre-là et je trouve que c'est bien. Tu as bien fait de le souligner, c'est bien. Il vient avec une certaine confiance en ce qu'il propose et c'est bien. C'est pas Flick qui joue comme le Barça, c'est le Barça qui joue comme Hansi Flick. Quoi. Exactement. Il y a eu Ernesto Valverde à une époque, mais bon, qui est venu avec 4-4-2 régular, avec Paulinho. Bon, on a vu que ça a donné. Mais d'ailleurs, c'est vrai que là, j'y pense, j'ai l'impression que chaque coach du Barça a sa raclée face au Real. Parce que là, j'y pense, bon, Guardiola, évidemment. T'as eu Valverde, t'as eu Xavi, t'as eu Luis Enrique. En fait, ils doivent tous mettre une petite raclée. On met un 4-0, 0-4, 5-1. C'est obligé. Il y a peut-être juste celui qui était à Villarreal, là, dernièrement. Celui qui se met dans les montagnes, Setien, Kike Setien. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il a pris des buts de Mariano. Ce coach, c'était vraiment une totale incompréhension, ce coach. Non, il me fait de la peine un petit peu. Franchement, il faisait de la peine parce que ça se voit qu'il aimait le Barça et il avait des idées à son Las Palmas, ça jouait vraiment au foot. Bon. Le club était trop grand pour lui, je pense. Ouais, s'il n'y arrive pas à la bonne période aussi. C'est beaucoup de galères aussi, les finances déjà, les blessures. J'ai l'impression qu'aussi il était trop fan des joueurs. Hein, aussi. C'était comme si on mettait un supporter sur le banc. Mais bon. On a parlé un petit peu par le titre. Est-ce que vous, le Barça, là, après ce que vous avez vu au niveau européen, vous les mettez très très haut, c'est-à-dire dans un ranking pour Ligue des Champions? Est-ce que vous mettez dans le top 3 déjà? Ou est-ce que c'est trop tôt et vous attendez de voir plus de choses? Après, moi, le Barça, moi je vois toujours deux Barça. Tu as le Barça de la Liga et tu as le Barça en Europe. Je vais m'expliquer. Il y a des saisons où le Barça roulait sur la Liga en 2018, tout ça, 2015. 2016 et c'était pas forcément très joyeux en Europe. Donc cette fois-ci, je prends ce Barça-là avec des pincettes en Europe. Je vais voir ce qu'ils vont faire, mais c'est vraiment à surveiller, je dirais. Parce que l'Europe et la Liga et le championnat, c'est pas forcément la même chose. Il y a des en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, des fois on comprend pas ce qui se passe. Sur quelques actions, t'as fait une drôle de tête. Je sais pas qu'est-ce que tu lis, Patrick. Je voyais juste que... J'ai vu que Emiliano Martinez, il a encore été le gardien. Wesh. Le frérot mange pas le monde depuis. Ça fait 3 ans qu'il mange. Sur cette Coupe du Monde-là, je crois qu'ils vont manger encore jusqu'en 2026. Peut-être Messi va prendre le ballon d'or, on sait pas. Hein. Mais je disais, non, moi je vois toujours deux Barça. Un Barça en Liga, qui est très fort, très puissant, et un Barça en Europe à voir. Avec ce nouveau format-là, il y a plus de matchs. Mais ça dépendra des adversaires, du côté du calendrier où ils seront. Donc à voir. C'est un Barça sérieux, mais je pense qu'il y a des équipes en Europe, comme le Real, qui restent plus forts au Manchester City. Bon, j'ai dit en Europe, hein, en Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions et le Real, c'est une très grande histoire d'amour et on ne sait pas ce qui se passe des fois sur des matchs. Le Real finit vainqueur. Encore avec Carter. Ben moi, je reste sur ma ligne de conduite. Je ne sais pas si tu te rappelles, Patrick, lors de l'épisode de la preview qu'on avait fait avec Kako, et je ne sais pas s'il y avait un quatrième, j'avais quand même parlé du Barça. J'avais dit que, voilà, surtout au vu de leur calendrier dans la phase de poule, si on peut encore l'appeler comme ça, je les voyais gagner presque tous les matchs. Kako m'a dit qu'il ne gagnerait pas contre Monaco et contre Dortmund. Bon, contre Monaco, il avait raison. Mais ouais, je reste sur ma ligne de conduite. J'ai quand même l'impression que cette équipe peut aller dans le carré final. L'emporter, je ne sais pas, parce que à part Lewandowski,
c'est quand même une équipe qui manque cruellement d'expérience. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, cette compétition. Et allez, dans cette compétition, il y a des méchants. Il y a des méchants. On pense aux ceux qui jouent en blanc à Madrid. Il y a des méchants, tu vois. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut aller dans le carré final. Et puis après, bon, ça sera une question de match à coup près, puis on verra, tu vois. Mais en tout cas, jusqu'à dans le carré final, moi, j'y crois. J'y crois pour le Barça. Ouais, moi aussi. Hein. Moi, je les mets très haut. Je les mets très haut dans le ranking avec ce qu'ils ont montré. On va dire c'est la culture de l'instant. Mais bon, football, on est obligé de marcher comme ça. Parce que tu vas quand même taper le Bayern. Tu vas taper le Real. Tu les tapes vraiment dans le score. Même à l'extérieur, c'est pas deux matchs à domicile. T'as pour moi pas encore. T'avais pas tout ton effectif au complet. Dans le sens, t'as Gavi qui va revenir. T'as Frenkie de Jong qui va revenir. T'as Olmo qui revient. Par leur façon de jouer et de Christensen aussi qui sont encore non Aroro ça non ça, Aroro je pense que pour les fans barcelonais c'est mieux que il prolonge, il peut prolonger mais en tout cas moi c'est une équipe je vois pas j'ai l'impression que cette saison il y a quand même pas mal d'équipes qui sont dans on sait pas trop ce qu'elles valent on sait pas trop par exemple il y a le Real Madrid évidemment avec ses changements. Arsenal j'ai encore du mal à les situer s'ils vont être compétitifs en Europe. City sans Rodri cette saison c'est je trouve quand même moins bon. Le Bayern on a vu que sur les grands matchs au final ils n'ont pas réussi à gagner les grands matchs qu'ils ont eu. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des points d'interrogation et j'ai l'impression que le Barça est presque l'équipe avec le moins de points d'interrogation à l'instant T. Évidemment, on est en octobre, donc en février, peut-être que tout va changer. Ils auront des blessés, ils auront eu des défaites marquantes. Mais moi, aujourd'hui, je les mets top 3 et c'est peut-être pas troisième. Mais en tout cas, on verra. Moi, ma seule crainte, c'est que l'effectif est peut-être un petit peu limité. Si tu as 2-3 absents, tu es obligé de faire jouer des mecs, des Pau Victor, des joueurs comme ça. Si ça arrive en Ligue des Champions, ça peut être embêtant. Je reviens sur ce que tu disais, Patrick. Je viens de voir le classement Yashin du meilleur gardien. Martinez premier, deuxième Simon Unai, troisième Lounine, alors qu'il nous a sorti une saison d'extraterrestre, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Donc non, c'est la mafia. Mérité pour son euro. Ouais, le mec, il a réussi à se faire bench à l'euro. La mafia sud-américaine est beaucoup trop puissante. Je pense qu'on peut vraiment plus lutter là. Non, mais en toute honnêteté, si je suis honnête, en vrai, Aston Villa finit quand même dans le top 4. Il fait des gros matchs. Il gagne la Copa América. Ça peut s'entendre. Tu vois. Ça peut s'entendre, mais un gardien comme. Et il sort Lille aussi. Il sort Lille là, en les dégoûtant en conférence League, je me souviens. Quand tu rebuts là, ouais, t'as tout le stade qui. Un gardien comme Lille qui était tout le temps sur le banc et du jour au lendemain qui se retrouve titulaire parce que Thibaut se fait les croisés et il nous sort des performances de fou. Non, moi je suis pas d'accord. Fallait pas se faire sortir par je ne sais pas le gardien du Benfica. Ouais, avec ses longs cheveux là, j'ai oublié comment il s'appelle. Ouais. J'ai oublié le gardien de Benfica. Ça me revient pas. Ouais. Mais en tout cas, il s'est quand même fait sortir après. Wesh, la Roumanie, je me souviens les buts qu'il lui a envoyés. Wesh. C'est vrai que moi j'aurais quand même aimé voir le gardien. Bon, je vais loin, mais le gardien de l'Afrique du Sud. D'Égypte, de l'Afrique du Sud, ouais. De l'Afrique du Sud qui fait une grosse canne. Et surtout, bon, personne ne regarde évidemment, mais qui, je pense qu'il a 40 clean sheets dans le championnat sud-africain, qui est quand même un des meilleurs championnats d'Afrique. Et qui il gagne aussi la Ligue des champions africaine, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, pour l'histoire, j'aurais quand même aimé le voir sur le podium au moins. Bon. Ouais. C'est Troubin, juste le gardien ukrainien. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au Barça ? Non, rien de plus. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai le point scellé, mais rien de plus. Vu que le Ballon d'Or, on ne le saura pas normalement. Si tout est vrai, ce sera Rodri. Mais on va parler du Real Madrid et un petit peu très rapidement parce que c'est honneur au vainqueur et le perdant. On va un petit peu m'en parler aujourd'hui. Real Madrid, c'est quoi le problème ? Donc, première grosse claque de la saison pour le Real qui a pourtant balbutié son football depuis le début de saison. On a eu les matchs à Lille, on a eu le match au Celta Vigo, on a eu la première mi-temps Borussia Dortmund. Il y a eu plein de matchs assez inquiétants du Real Madrid, mais c'est la première claque. C'est la première défaite aussi de la saison. Question, on va se poser juste une question pour ce sujet. C'est quoi le souci au Real Madrid cette saison ? Je te laisse commencer, Carter, ou je commence ? Vas-y, honneur aussi. J'aimerais bien avoir ton avis et ensuite le mien. Ok, ça marche.
Ben, la réponse facile, ou du moins les réponses faciles, ce serait de dire Kylian Mbappé ou Ancelotti. Mais je pense que le mal est plus profond que ça. Parce que dans les faits, factuellement, Mbappé n'est pas super bon, mais il marque. Je pense qu'il est déjà à 7 ou 8 buts avec le Real. Bon, il fait ce qu'on lui demande. En plus, c'est contre le Celta qui met une frappe de 25 mètres. Non, si. Je suis plus très sûr. Ouais. Ouais, ben voilà. Donc, allez, il a quand même certains écarts de génie. J'ai entendu que dans le vestiaire, c'était pas top top. Bon, c'était des infos de Daniel Riolo, donc on ne sait pas ce que ça vaut. Bon. Dans le vestiaire, ça se passerait pas très bien. Que, que Bellingham serait pas très content de aller, entre guillemets, la lumière et la place que Mbappé prend, tant c'est lui dessert au niveau de ses stats. Moi, je pense que le problème, c'est que la mayonnaise n'a pas encore pris. C'est pas la première fois que je vois un Real Madrid qui commence mal sa saison. C'était déjà le cas sous certaines saisons de Zidane. J'ai l'impression que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un club, une équipe, des joueurs qui aiment être dos au mur, que ce soit en plein match ou que ce soit en pleine saison. Moi, j'ai l'impression que la tendance va rapidement changer parce qu'il y a trop de qualité pour que ça ne se passe pas bien. Il y a vraiment trop de qualité dans cet effectif pour que ça ne se passe pas bien. Donc, rapidement, je pense que la tendance va changer. Et c'est une claque qui était peut-être nécessaire pour le Real. Donc, je pense qu'on verra du mieux. De toute façon, faire pire, c'est presque impossible. Donc, je pense qu'on verra du mieux du côté des merengues. Donc je vais continuer sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est facile de tomber sur Kylian Mbappé. Et tu as dit qu'il est à 7 ou 8 buts, mais j'aimerais bien te rappeler que c'est beaucoup de pénaltys quand même, C'est vrai. que Vinicius laisse alors qu'il pouvait les tirer. Et je pense qu'il est désigné premier, ensuite Mbappé, mais ils ont un petit arrangement entre eux. Ils se laissent un pénalty par match. Donc déjà, une des causes, c'est Mbappé qui est pas bon, tout simplement, en dessous de son niveau. Je le vois pas s'imposer à gauche, prendre la place de Vinicius. Donc le seul choix, c'est de le faire jouer en neuf, mais c'est pas un neuf. C'est ça le problème. Il n'arrive pas à s'adapter pour ce poste-là. Il n'a pas les qualités pour jouer comme un neuf comme Lewandowski. Ça lui va pas. Moi, je le verrais bien à gauche, mais le problème, c'est qu'il y a un autre joueur, il s'appelle Vinicius, et il est bien meilleur que toi dans ce poste-là. Et c'est pas il n'y a pas que ça comme problème. Tu as aussi le coach, Carlo Ancelotti, qui, depuis X saisons, propose rien tactiquement. Ça se repose sur des individualités. On joue depuis je sais pas combien de matchs, on joue tout le temps une mi-temps sur deux. Et comme tu as très bien dit, c'est une équipe à réaction. Donc tant qu'on n'est pas mené, on va rien proposer, on va pas bien jouer. Et voilà, c'est ça le mal qui touche le Real Madrid cette saison-là. Et tu as des joueurs qui sont en méforme comme Tchouaméni, Ferland Mendy bien en dessous. Lunin, on l'a fait rentrer, il était très mauvais. Rodrigo qui joue bien un match sur deux. Donc non, je pense que le mal est un peu plus profond que ça et que l'équipe doit se remettre en question parce qu'il ne s'agit pas que d'un seul joueur, mais de plusieurs et le coach aussi, à un moment donné, stop avec les joueurs que tu as. Tu dois proposer des bien meilleures tactiques que ça. C'est pas possible de proposer autant de bouse que ça. Mais c'est assez surprenant, excuse-moi Patrick, je te coupe la parole avant que tu interviennes, parce que c'est vrai qu'en termes de, il faut dire sur le papier, au vu de l'effectif que tu avais, pour moi, tu avais les meilleurs coachs. Je m'explique, alors pas tactiquement, mais allez, Ancelotti a souvent été considéré par les supporters et même par ses pairs comme étant le meilleur coach en termes de management d'effectifs avec des gros égos. Tu vois, il l'a montré à l'AC Milan il y a très longtemps, il l'a montré au PSG, il l'a montré au Real. Et au vu, quand on ramène Mbappé, on est tous conscients du problème qu'il y a du fait qu'il joue à gauche et que les deux jouent à gauche. Bon, moi, je me dis, bon, il arrive dans un club où c'est Ancelotti qui est coach et il est réputé pour être très, très bon dans la gestion d'ego, d'humain et pour que les joueurs se sentent bien sur le terrain. Tu vois, donc c'est vrai que c'est assez surprenant que ça se passe de la sorte pour le moment avec les échos qu'on entend des bruits de vestiaire. Mais comme j'ai dit, vraiment, j'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe, tout est réuni pour que ça aille mieux. Tout est réuni pour que ça aille mieux, mais le problème, là je vais parler de poste. Là on a 3 attaquants, mais les 3, leur vrai poste c'est ailier gauche. Vinicius c'est un ailier, Mbappé c'est un ailier gauche et Rodrigo c'est un ailier gauche. Donc là c'est comme si on joue sans ailier droit et sans neuf. Et c'est ça le problème aussi. Et t'as un Bellingham qui est frustré, qui joue beaucoup plus bas et qui peut pas s'exprimer comme la saison passée. D'où ses stats cette saison, 0. Ouais, bon. Moi, si c'est pour répondre au truc, c'est quoi le problème? Vous avez parlé de joueurs, vous avez parlé de coach,
Pour moi, tous ces problèmes viennent d'en haut. Ça vient de la direction de Monsieur Pérez, Florentino. Pourquoi? Parce que beaucoup de choix, c'est lui. C'est lui qui a décidé de ramener Carlo Ancelotti à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un coach qui dit oui à tout, qui ne se plaint pas, qui peut rendre l'équipe performante en termes de résultats. Parce qu'Ancelotti, je l'aime pas, mais il arrive à avoir des résultats. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est lui qui a décidé d'avoir son caprice Mbappé alors que c'était pas forcément un besoin de l'équipe. Alors que pour moi, l'été passé, j'en ai encore là, c'est une honte que à partir du moment où Benzema part et que tu as peut-être le deuxième meilleur numéro 9 sur le marché, qui a envie de prendre son premier titre, qui est peut-être le joueur, je ne vais pas dire le plus ressemblant à Benzema parce que c'est 2 neufs différents, mais qui est un joueur qui est capable de mettre ses copains offensifs en avant parce qu'il a une bonne qualité de passe, qu'il est capable de reculer. Harry Kane sur lequel tu ne vas pas, parce que tu te dis, Mbappé, il y a moyen, et que en fait, non, Mbappé ne vient pas. Tu fais une saison sans numéro 9 et que par chance, honnêtement, par chance, tu arrives à quand même à être compétitif. C'est un moment, c'est la direction. Parce que la direction fait des erreurs, les défenseurs centraux qu'elle n'a pas voulu prendre. Elle a fait faire une saison, on ne sait toujours pas comment, avec Rudiger comme seul central et Nacho. La Militao qui revient en fin de saison. Avec Carvajal aussi qui jouait de temps en temps comme quand il y avait en fin de match. Donc pour moi, c'est la direction, c'est problématique parce que moi, en tout cas, je veux ne pas être un apôtre du résultat. C'est pas parce que tu gagnes, c'est pas parce que tu remportes des trophées que tu es bien dirigé. Et je trouve que le Real, depuis pas mal de temps, il y a quand même pas mal d'erreurs au niveau que ce soit du coach, de l'effectif, des joueurs. Et c'est parce que le Real marche différemment des autres clubs. Tu n'as pas forcément de directeur sportif. C'est quand même beaucoup un petit peu Pérez qui choisit. Et là, en fait, à un moment, ça va péter. Je pense qu'à un moment, ça va péter. Tu peux pas être... tu as une sorte d'aura qui fait que tu arrives à être performant, mais à un moment, ça risque de craquer. Et j'espère qu'ils pourront, cet été, on va dire, réparer les quelques erreurs en ayant cherché un coach qui est capable de faire jouer l'équipe et en allant boucher les quelques trous de l'effectif, parce que le Real n'a pas un mauvais effectif. Loin de là. Pour moi, ça reste toujours le meilleur effectif en Europe, au vu des qualités individuelles. Mais meilleur effectif ne veut pas dire meilleure équipe. Donc, on passe aux arrêts de jeu. Et évidemment, ça va nous permettre d'un petit peu parler donc, de l'actualité, des autres gros matchs qu'il y a eu. Toi, Carter, de quel match ou actualité tu avais envie de parler? Je voulais revenir rapidement sur le faux classico, qu'on appelle le classique en France. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder le match hier soir. Alors, quelle bouse. J'ai vu un tweet passer disant que si on voulait vraiment montrer la pire image de ce qu'était la Liga, c'est le match parfait hier, en fait. Entre le carton rouge qui était scandaleux et entre le niveau de jeu proposé par l'Olympique de Marseille, c'était vraiment catastrophique. Beaucoup de supporters de Marseille se plaignent que le tournant, c'était le carton rouge. Moi, je pense même pas, parce qu'il y a 11 contre 11, ils perdent déjà 1-0. Ils sont déjà très, très mauvais. Moi, quand je regarde ce match, quand je regarde la prestation défensive des joueurs de l'Olympique de Marseille, je pense à un garçon, ou plutôt à un homme qui est placardé depuis le début depuis l'arrivée de De Zerbi sur le banc et qui mériterait complètement de jouer. Je dis pas ça parce que on partage un pays commun, une origine commune, mais plutôt parce que il mériterait quand même de jouer. Tu vois qu'il a repositionné Kondogbia en défense centrale. Tu vois que Balerdi n'est pas bon quand il n'y a pas un leader à côté de lui. Il l'a montré encore hier avec un contre son camp qui est lunaire. Donc bon, sauver le soldat Bemba. Et en tout cas, hier, ça fait mal au cœur de le dire, mais le PSG méritait largement sa victoire. Il n'y a pas eu d'opposition en face. En fait. Il n'y a pas eu du tout d'opposition. Ouais. Donc pour un classique, on aurait espéré mieux. Moi, de ce que j'ai vu des images, de te couper le muscle, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai revu des images, parce que je disais aussi que le carton rouge était exagéré, puis j'ai revu des images, les gens disaient qu'avec un autre angle, au final, on se dit, bon, en vrai, Harit, voilà, il y a quand même son pied. Il le touche pas vraiment, mais... Mais il le voit pas arriver, c'est impossible, il est vraiment dos à lui, il le voit pas arriver, donc bon, c'est vraiment... Je trouve que c'est dur. Mais ouais. En tout cas, moi, j'ai pas regardé le match. Enfin, j'ai regardé 15 premières minutes parce qu'il y avait Formule 1. Et évidemment, Formule 1 supérieure au football. Mais sur les 15 premières minutes, comme toi, Carter, j'étais vraiment déçu de la proposition de Marseille.
À domicile, tu as le stade en feu. Pour moi, tu dois leur rentrer dedans, tu dois arriver pressing. Au final, il laissait le ballon au PSG. Tu dors, tu me manques. Les Marseillais, il y a des Marseillais qui n'étaient pas fans de lui. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Avec lui, c'était trop chaud. Voilà. Moi, j'ai pas plus à dire sur. Ouais, sur c'est ça, rapidement. C'est juste ça, rapidement. Ouais, pour revenir sur le classique, il y a une stat qui m'a choqué, c'est que le dernier but que Marseille a marqué à domicile contre le Paris Saint-Germain, c'est en 2017. Ça fait Florian Thauvin. 7 ans. Ouais. À cette époque, je me souviens de ce match-là, j'étais pour le PSG. Parce que j'aimais trop Naïmri. Et la clim de Cavani, oh là là. Incroyable là. Non, je me rappelle. Vraiment, Toi, t'as envie de rajouter quelque chose sur le classique ou on va passer à ton arrêt de jeu à toi? Non, moi, je t'avais demandé. Je t'avais dit, je regarde quoi, le classique ou la F1? Tu m'as dit la F1. J'ai mis la F1 et j'ai kiffé. Vas-y. Et toi, c'était quoi le sujet ou le match que tu avais envie d'aborder? Moi, je regarde beaucoup la Liga et un peu la Pro League, mais cette fois-ci, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, il y a un bon choc du championnat anglais, donc la Première Ligue. Arsenal-Liverpool, c'est un match très plaisant à voir en première période en tout cas. J'ai vu un Arsenal qui jouait bien, un beau football, ça joue, même Trossard, je l'ai trouvé plutôt bon. Bukayo Saka qui débordait bien, qui ouvre le score. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau avec Arsenal qui arrive enfin à gagner, poser ses couilles contre des gros de ce championnat-là. Ensuite, il y a une égalisation assez... Je me rappelle plus, c'était... Attendez, je vais vérifier. Van Dijk, je crois que c'était sur de la tête sur un corner, voilà. Me dit 1-1, pourquoi pas, Arsenal a de quoi aller chercher une victoire. Et c'est ce qu'ils ont tenté en tout cas. Coup de pied arrêté, Merino qui revient, donc 2-1. Je me dis, en fait, non, Arsenal, il faut vraiment commencer à les prendre au sérieux. C'est plus les petits d'il y a quelques saisons. Arteta commence vraiment à tenir cette équipe comme il faut. Et comme toujours, Liverpool, en tout cas de cette saison, ils arrivent à climatiser. Mohamed Salah qui met le 2-2 et qui éteignent les Gunners à domicile. Donc je trouve que c'est dommage pour Arsenal. Il y avait de quoi aller chercher une victoire, mais pour un spectateur neutre comme moi, c'était un match plaisant à voir. Ouais, c'était un match cool. Moi, j'ai regardé, mais d'un œil. C'est vrai que Arsenal lui a bien plu, en tout cas sur le début de match qu'ils ont montré. Sinon, c'est quand même une équipe qui a pas mal d'absents. Enfin, t'avais Saliba qui était suspendu, t'as Odegaard qui est toujours blessé, t'as Calafiori qui était absent, non, je pense que c'était tout, en tout cas, mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. En tout cas, moi, bizarrement, même s'ils gagnent pas, moi, perso, j'étais plutôt satisfait dans le sens où je commençais à me poser peut-être des questions sur la compétitivité que pouvait avoir Arsenal dans ce genre de match, même s'ils font nul contre City, mais qui jouent à 10 une grande partie. Et au final, cette saison, moi, je trouve, tu bats le PSG, City, je pense, je m'avance qu'à 11, tu peux les battre chez eux. Liverpool, qui est toujours invaincu, au final, nul et t'es presque déçu. Donc, non, mais bon, comme c'est à domicile, je me suis dit qu'aller Arsenal pourrait aller chercher une victoire là et s'approcher un peu plus de la première place. Mais bon, c'est dommage. La saison est encore longue et on verra ce qu'ils vont proposer au fur et à mesure. Ouais. Moi, malheureusement, j'ai pas vu l'entièreté du match. Mais de ce que j'ai vu, c'est vrai que c'était un match plaisant. Ouais. C'est vrai qu'a priori, j'ai pas tellement, je vais dire, aimé la compo de départ d'Arsenal avec Partey arrière droit. Mais force est de constater que Arteta, encore une fois, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'il repart de là qu'avec 1 point, mais aller à 5 minutes près, il repart avec les 3 points. Donc, c'est pas un nul inquiétant, j'ai l'impression, pour les Gunners. Non, en tout cas, dans le jeu, moi, j'ai trouvé Arsenal très bon et c'était très plaisant à voir. Ça change de mon équipe. Moi, je voulais parler du licenciement. Enfin, Erik ten Hag. On est libéré. Merci. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette journée. C'est Erik ten Hag dehors, licencié par Manchester United. Malgré des très bons résultats, une 14e place en Première Ligue. Il reste quand même assez loin de la zone rouge, il faut le dire. Mais bon, apparemment, certains supporters disent « Ah, c'est pas sa faute, c'est les joueurs ». Le pauvre, il n'a que Casemiro, Kobe Mainoo, Zirkzee, Rashford, Garnacho, Lisandro le pauvre, quoi. André Onana. Vraiment, il a rien, quoi. Il a rien. Mais non. C'est pas comme s'il a ramené toute son ancienne équipe de l'Ajax.
Voilà. Ouais, mais en vrai, il a gagné une Carabao Cup et une FA Cup, donc il faut lui laisser encore du temps. Non, et après, il a su s'imposer. Il a montré qui est l'homme face à Ronaldo. Il faut quand même souligner ça. C'est un en titre, tout cas, normalement. pour être plus sérieux, c'est un coach. Moi, j'étais vraiment hypé de base parce qu'il avait montré des belles choses à l'Ajax. Il faut pas refaire l'histoire. Il avait montré des belles choses à l'Ajax. La première saison était plutôt intéressante. J'ai même cru, moi, première saison, je pense après une victoire face à City. Je sais plus s'ils battent City. La première saison? Ouais. La première saison, il arrive, il perd ses premiers matchs aussi, il prend 6-2. Non, mais en gros, vers janvier-février. Mais oui, il gagne avec le hors-jeu. Quand tu as Bruno qui se met devant un joueur. Et puis Rashford récupère le ballon. Donc, à cette période-là, ils sont pas très loin de City. Et je me suis dit, peut-être qu'ils peuvent se mettre dans la course au titre. Et au final, non, pas du tout. Voilà, c'était. Voilà. Troisième, c'est bien. Tu gagnes une Carabao Cup. Mais la saison suivante, tu as la Ligue des Champions, scandaleuse. Tu as la Première Ligue où tu finis derrière Chelsea qui a fait une saison dégueulasse. Mais Chelsea arrive à finir devant toi. Tu as la FA Cup, je sais toujours pas comment ils ont gagné. C'est lunaire, mais ils gagnent. Et cette saison, 14e, 3 points sur 9 en Europa League. Il était prolongé en plus récemment. Prolongé, ouais. Mais quand les nouveaux dirigeants sont arrivés, ils l'ont prolongé. Ils ont voulu donner la confiance, mais à un moment, tu avais eu tous les alertes rouges. Tu avais quand même des coachs sur le marché. Enfin, je sais pas si Hansi Flick serait venu, mais même un coach que j'aime pas, Tourelle, essayer quelque chose, je sais pas. Bon, là, maintenant, on savait tous que Van Nistelrooy, il attendait juste ça. On savait qu'il était là pour ça. Maintenant, on verra. Est-ce que ça, il sera relancé quelque chose? Mais Erik ten Hag, profite de ton chômage. Moi, j'ai pas tellement, de manière surprenante, j'ai pas grand-chose à dire. Pourtant, c'est mon club que je suis tous les week-ends et toutes les semaines, même les jeudis soirs. Je suis dégoûté pour ten Hag parce que c'est un des seuls coachs depuis Mourinho. Non, depuis le post-Ferguson que j'ai vraiment supporté du début jusqu'à la fin. J'aurais vraiment voulu que ça se passe différemment. J'aurais voulu que ça se passe mieux. J'ai beaucoup d'amour pour le coach et ses principes de jeu. C'est vrai qu'il arrivait dans un marasme qui était catastrophique, avec beaucoup d'histoires extra-sportives à gérer. Mais allez, je trouve que c'est l'excuse que je peux lui donner à l'heure d'aujourd'hui. Encore le match, j'ai sa déclaration du match jeudi soir après contre Fenerbahçe, qui dit on est parti à Fenerbahçe et à Porto, on a quand même pris 2 points et c'est déjà bien. Bon, là, j'ai halluciné. Je me suis dit, bon, là, c'est un coach qui n'a plus d'ambition pour le club. Et allez, à un moment donné, stop, c'est stop. Et le board a peut-être bien fait même certainement bien fait de prendre la décision. Maintenant, le souci, c'est que c'est Van Nistelrooy le coach. Et j'ai pas le souvenir de tellement de bonnes choses du côté du PSV. J'espère qu'il me donnera tort, parce que sinon on sera obligé d'aller prendre. Il gagne une coupe, dans mon souvenir, c'est lui quand il y a Xavi Simons. C'est lui qui lance Bakayoko. Ouais. Mais bon. La coupe et la super coupe, si je me trompe pas. Peut-être. Ouais, parce que je me souviens, parce que je pense que j'étais à Amsterdam en plus. Je me demande si ça se passe à Amsterdam et c'est Madueke qui marque pas mal aussi, dans mon souvenir. Je me demande s'il marque pas un doublé ou un triplé. Mais bon, on verra. Dans 5 minutes, il y aura le Ballon d'Or. Mais bon, on n'en vous en parlera pas. Qui sait, peut-être un autre jour. Peut-être on va relancer l'enregistrement après, je sais pas. On verra. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Désolé pour les coupures de Wi-Fi qui ne sont pas de mon fait. Je suis obligé de me mettre là, je suis en 4G. Ma pauvre 4G, je vais la vider. En tout cas, merci les gars. Merci à vous les gars aussi. C'était encore un super épisode. Merci à toi Carter, merci à toi Patrick. Toujours un plaisir, toujours un petit remède de parler de football après. Ouais. Mais moi, je pense bientôt, je vais arrêter de faire le podcast foot, je vais lancer des podcasts F1 parce que je pense que c'est plus intéressant. Et je pense que je vais te suivre. Il faut prendre le sport de demain, c'est ça. Et donc, de toute façon, semaine prochaine, on se retrouve là, enfin. On va revenir un petit peu en Belgique et on va parler de Pro League. On verra le sujet qu'on va aborder. En tout cas, il y aura du Basile pour la première fois sur YouTube. Normalement, il y aura encore Mus. Peut-être il y aura Jules, on ne sait pas. Enfin, Jules, là, il préfère aller faire des lives sur le Ballon d'Or avec d'autres personnes que nous, mais on verra en tout cas. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous dis ciao. Ciao, merci beaucoup les gars. Bonne soirée l'équipe.